Salut à tous, c'est Bismart, alors émission interview, comme on le fait régulièrement, comme je vous le propose régulièrement. Trois grosses thématiques, fin d'année, on va dire ça comme ça. D'abord les RH quand même, notre rapport au travail, qu'est-ce qui se passe en ce moment ? Qu'est-ce qui s'est passé cette année ? Voilà. Eric Albert viendra nous raconter ça. Le commerce, grosse période de consommation et Vincent Maillet, le directeur général d'Havas Paris, fait des baromètres très précis sur ce qui se passe et sur nos motivations en matière de commerce. Et puis ensuite, on ira retrouver Jean-Pierre Petit pour un point de vue macroéconomique global, mais il veut centrer beaucoup sur la Russie et la Chine, mais particulièrement sur la Russie qui tient quand même beaucoup des points d'interrogation, on va le dire comme ça, de 2023. C'est parti, c'est Bismart. On démarre donc avec Eric Albert. Salut Eric, associé gérant YouSide. Voilà, on va parler ensemble RH, on va parler ensemble. J'ai mis les défis des managers. En fait, il y a un moment que je pense à te faire venir parce que l'éclosion, j'ai l'impression que c'est une prairie au printemps. Comme les fleurs qui apparaissent, les concepts RH apparaissent les uns après les autres. C'est sans doute le signe qu'il y a pas mal de gens qui sont perdus dans toute cette histoire. Ouais. Donc qu'est-ce qui se passe là entre eux? Alors la grande démission maintenant, c'est bon, c'est presque vieux, mais alors j'ai vu la grande flemme, j'ai vu l'offboarding, ça, il faut qu'on en parle de cette histoire-là. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Alors, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on voit bien que fondamentalement notre relation au travail a changé. Donc tout ça vient de la période des confinements, dans lequel on découvre qu'on peut travailler uniquement sur sa compétence et le contenu du travail, sans mettre d'implication personnelle. Et le télétravail est devenu un droit, on a un éparpillement des acteurs, et on a de plus en plus d'acteurs qui disent « moi, je veux rester à distance ». S'ajoute à ça le fait que le travail n'est plus du tout au cœur de nos vies. Aujourd'hui, 24% des individus considèrent que le travail est au cœur de leur vie. Donc il y en a 76 qui ne le considèrent pas. On était, dans les années 90, à plus de 60% des gens qui considéraient que le travail était au cœur de leur vie. Donc on a ça de moins en moins. À ça s'ajoute le fait que le rapport de force entre l'entreprise et les collaborateurs a changé dans une grande partie de situation. Ça, c'est clair. Collaborateur, c'est bien que maintenant, en tout cas certains d'entre eux, quand il a une certaine compétence, il choisit. Et ça a fait émerger toute une population d'individus au travail qui ne sont plus du tout le modèle du salarié impliqué qu'on avait autrefois, mais qui est devenu un consommateur du travail. C'est-à-dire que ce qu'il attend, il se comporte comme un consommateur. Il regarde le marché, il regarde les produits, il compare, il tente, ça lui plaît pas trop, qu'est-ce qu'il fait? Il change, il papillonne, il va ailleurs, et dans un modèle de transaction pure dans lequel, en fonction de son temps, de sa compétence, il obtient un salaire, c'est tout. Alors là où ça devient très intéressant, c'est que les gens se comportent comme des consommateurs du travail, et les entreprises, elles s'adaptent à des consommateurs du travail. Ils ont du mal. Alors, tout ce qu'on voit aujourd'hui, c'est très intéressant. C'est-à-dire comment on fait quand on veut des consommateurs? On les séduit. Ça reste très superficiel. On survend. Et on garde les apparences toujours parfaites. Mais à la fin, il n'y a rien qui donne fondamentalement envie aux gens de s'engager véritablement. Donc l'offboarding, c'est quoi? Donc l'offboarding, c'est comment est-ce qu'on accompagne les gens qui sortent? C'est que les entreprises, elles gèrent les salariés, maintenant, les consommateurs de travail, comme elles gèrent leurs consommateurs, c'est-à-dire des flux. Il y a des flux qui rentrent, donc on les séduit. Il y a tout un jeu de séduction absolument incroyable. Quand ils rentrent, il y a beaucoup de choses qui sont fake. C'est pas vrai, ce qu'on nous a raconté. Et on gère la sortie. J'ai vu des
responsables ressources humaines, après on reviendra sur ta première phrase, mais j'ai vu des responsables ressources humaines. Alors, effectivement, et à chaque fois que je parle de ça, je dis pardon, on parle bien d'hommes et de femmes, donc oui, mais on va parler de flux et de stock. Voilà. Présenter les choses de façon bien plus positive que tu viens de le faire. Bah, évidemment. Non, mais sérieusement, c'est dans une discussion, je crois, sincère. C'est-à-dire qu'en gros, le grand thème, c'était la rétention. Comment est-ce que je fais de la rétention? Et là, j'ai des responsables RH qui me disent non, ça marche pas, on peut pas faire un barrage d'eau. D'où cette idée, effectivement, de flux et de stock, et de dire, au moment où le collaborateur rentre, mais écoute, je vais pas te faire un plan de carrière sur 20 ans, parce que ça t'intéresse plus. En revanche, tu vas faire ça. Et puis, si tu veux continuer, tu resteras. Mais sinon, j'ai déjà des conditions de sortie pour toi, et ça va très bien se passer, et tu iras ailleurs, et tu reviendras, etc. Et tout. Ce qui me semble dessiner quelque chose de plus positif que ce que tu présentais là, Eric. Oui, je pense que c'est une façon de présenter les choses. Enjolivé ? Oui, très enjolivé. Parce qu'à la fin, je ne connais pas d'entreprise qui n'ait pas besoin d'avoir des gens impliqués, des gens qui participent à du collectif, des gens qui apportent leur capacité créative, des gens qui croient au projet, des gens qui ont envie de se défoncer pour l'entreprise. Oui, mais tu crois à un projet dans lequel tu es investi. C'est pas le destin de l'entreprise sur 15 ans. Il y a aussi beaucoup ça quand même. Toutes les populations aujourd'hui jeunes disent « Moi, je veux une entreprise qui fasse du sens ». Alors, qu'est-ce qu'on fait les entreprises? Qu'est-ce que c'est que la dimension inspirationnelle, hein? On a tous besoin d'inspirationnel. Donc, l'inspirationnel, c'est deux choses. C'est d'une part des valeurs et d'autre part une raison d'être. Mais les entreprises nous l'ont fait sur le mode washing. Quelles sont les entreprises dans lesquelles les dirigeants qui ne respectent pas les valeurs mais qui sont bons par ailleurs, on leur dit ça ne peut pas durer, vous ne pouvez pas rester. Ça n'existe pas, non, quasiment surtout, pas. J'ai vu assez peu de valeurs qui ne soient pas respectables de toute façon. Quoi. On a demandé à personne de se mettre à plat ventre. Et puis on voit bien que les gens les respectent ou pas, tout le monde s'en fout, une fois qu'on les a définis. La raison d'être, la raison d'être, c'est que c'est combien d'entreprises, je ne parle même pas des collaborateurs, mais les cadres, les managers sont capables de nous donner la raison d'être comme ça. Très très peu. C'est-à-dire qu'on a une raison d'être, ça n'entre pas dans la vie des gens. C'est-à-dire que à partir du moment où on a des collaborateurs qui se comportent comme des consommateurs du travail avec des bonnes raisons, et que en face l'entreprise leur dit vous êtes des consommateurs du travail, eh ben on va vous considérer comme tel. Et tout ça va très bien, c'est du flux, ça rentre, ça sort, il n'y a aucun problème. Mais combien ça coûte? Alors, prenons Amazon. Très bon exemple. Amazon, 2/3, je dis bien 2/3 des salariés ne restent pas plus de 90 jours. 2/3. Ça leur coûte... Quoi dans le monde entier? Dans le monde entier. Dans le monde entier. Ça leur coûte 8 milliards. Donc c'est bien gentil de nous dire que tout ça, c'est des flux. 8 milliards en recrutement, tu veux dire l'ensemble de ce qu'ils doivent déployer pour recruter gérer les gens, leurs flux, c'est 8 milliards. Les flux. Donc c'est pas vrai. C'est juste pas vrai que tout ça, ça se gère, c'est très bien, on leur explique que vous allez sortir. Non, on a besoin de gens, ça reste la même. Et on voit, alors dans les startups, c'est encore plus marqué. On a besoin de gens qui s'impliquent, qui donnent de leur personne, qui se soutiennent entre eux, qui forment un collectif, qui avancent en pack. C'est pas vrai qu'on a besoin de gens dont on a seulement besoin de la pure l'entreprise qui serait une sorte de hub et qui agrégerait des talents au fur et à mesure de ses projets. Il y a quelques entreprises comme ça. Donc, c'est dans la technologie, c'est les cabinets de conseil, c'est des choses comme ça, quoi. Mais même les cabinets de conseil. Même les cabinets de conseil, ils ne fonctionnent pas comme ça. Donc, bon, mais alors ça veut dire qu'il va falloir réinventer toute une mécanique pour à nouveau retrouver du stock et pour contrôler le stock. Tant qu'on reste dans la superficialité, parce que ça arrange tout le monde, la superficialité, c'est tellement commode, on fait semblant. Tout le monde et tout le monde. Là, ta conviction, le monde des RH fait semblant. S'il fallait qu'on résume le climat actuel, c'est évidemment. Quel est le RH qui, les yeux dans les yeux, me dit j'ai pas besoin de gens qui s'impliquent, qui donnent de leur personne
qui donnent de leur personne. Si, mais il va te le dire en disant, sur un projet précis, ils vont être à fond. Et ça va bien se passer. Et on va agréger. Sauf que la personne qui est sur un projet précis, où il est à fond, il connaît plein de gens autour, il acquiert toute une valeur extrême du fait qu'il est là depuis 2 ans. Oui. S'il s'en va, oui. Le risque est assumé, t'as pas le choix. Et il reviendra. Bien sûr que j'ai le choix. Je peux lui donner envie de rester. Évidemment que j'ai le choix. C'est juste que ils sont en train de rendre les armes, justement. Non, je ne peux pas lui donner envie. On est d'accord, ils rendent les armes. On est bien dans la capitulation. Parce que s'il reste, c'est une valeur énorme pour l'entreprise. Parce qu'il connaît, parce qu'il a créé des liens. Parce que maintenant, ce projet-là, il va aller beaucoup plus loin sur le prochain projet, mais en utilisant les ressources de l'entreprise, la culture, etc. On a besoin de ça. Alors, quelqu'un de nouveau qui arrive, oui. Oui, mais l'idée, c'est le boomerang. L'idée, c'est, finalement, je vais le laisser partir, parce que la rétention, c'est plus possible, tout ça, machin et tout. Et puis, là où il ira, il dira tout le bien qu'il pense de la façon dont il a été traité dans cette entreprise, et il va revenir pour un prochain projet. Et puis, sur le papier, ces camarades lui diront, alors, pourquoi tu t'es tiré, alors, si tu penses beaucoup de bien. Pour aller voir ailleurs, comme tu dis, l'envie de papillonner, l'offre et la demande, etc., quoi. Non, ça tient pas la route. Mais non, ça tient pas la route. Moi, je n'y crois pas, en tout cas. Mais ils essayent de se persuader qu'ils ont là une solution. Si on a des gens auxquels on donne envie, qui trouvent que ça vaut la peine, qui s'impliquent, qui créent des liens avec les autres, qui ont du plaisir dans leur vie quotidienne au travail. Donc j'ai parlé de la dimension inspirationnelle. Oui, alors c'est là où c'était ta première phrase. Quand tu dis, en fait, le télétravail a rompu tout lien qui ne soit pas un pur lien de production. Exactement. Dans le travail, il y a 2 dimensions. Il y a la production, et puis il y a tout ce que... L'émotionnel. Voilà, tout ce qu'on donne de sa personne, sur le plan relationnel, émotionnel, implication, responsabilisation, etc. Et on voit bien que ce qui a marché très bien dans le télétravail, c'est la production pure. Et beaucoup de gens se sont dit, très bien, moi je suis un pur producteur, et je me mets en retrait. Et l'entreprise ne sait pas bien, à la fois être exigeante vis-à-vis d'elle-même, c'est-à-dire que d'arrêter de faire du bashing, de dire nous, ce qu'on fait, ça fait du sens, et pourquoi ça fait du sens dans la vie quotidienne des gens. Et pourquoi tout le monde le porte. Nous, on a des valeurs, parce que nos valeurs, c'est ce qui nous permet de nous faire confiance, et si quelqu'un n'est pas dans ces valeurs-là, on ne va pas le garder. Donc, si les gens vivent ça, et que, par ailleurs, on intègre aussi une autre dimension très importante, c'est une dimension émotionnelle. C'est-à-dire qu'on se dit, quel environnement émotionnel je crée dans mon entreprise? Est-ce que... On sait bien qu'il y a une façon très facile de gérer les gens, qui est la peur. Mais ça marche plus, avec tout ce qu'on vient de décrire. Oui, mais qui... Est-ce qu'on va dire un mot d'Elon Musk, justement? Ça marche encore. Qui résiste? Quel est le dirigeant qui, quand il est exaspéré, ne tombe pas dans la menace implicite, dans la pression. Mais c'est pas possible ça, Eric. Ça, c'était quand moi j'avais 20 ans que le gars ouvrait le tiroir et disait regarde le nombre de CV qu'il y a. Mais maintenant c'est fini ça. Tous les métiers manquent de bras, tous les métiers sont... Alors les gens s'en vont et puis on dit mais c'est normal, on gère des flux. C'est bien sûr que ça existe encore. Parce que le rapport de force a changé. Le rapport de force a changé, donc il n'y a plus de management de la peur. Parce que le rapport de force a changé, c'est pas vrai que pour autant, les habitudes des dirigeants et le confort des dirigeants a été supprimé pour autant. Ça existe encore. C'est dur de faire une révolution culturelle quand on vieillit. Ah ben non, mais ça c'est... c'est très très dur. Et puis qu'on a le confort du pouvoir. Et qu'on a le confort du pouvoir. Parce que ceux qui sont le moins remis en cause, c'est toujours les dirigeants. Là. Alors justement, il y a un truc sur lequel tu insistes beaucoup dans ce que tu écris, ce que je lis, dans la période qui est devant nous. Alors, récession, j'aime pas beaucoup parler de récession, parce qu'il est... Enfin bon, on est en train de peindre une apocalypse économique dont je ne suis pas du tout sûr qu'elle arrive, mais enfin bon, peu importe. En tout cas, dans la période, tu dis c'est la bonne foi. L'arme du dirigeant, là, c'est la bonne foi. Est-ce que tu peux m'en dire plus là-dessus? Oui, parce que on voit bien que le dirigeant, là, il est à un moment charnière qui est très difficile pour lui. Il a fait une très bonne année 2022.
Et donc tout le monde revendique, on l'a vu sur les salaires partout, ça revendique énormément. Et il se prépare à une très mauvaise année 2023. La tendance du dirigeant qui est d'être toujours dans le futur et pas dans le passé, c'est de dire « Non, mais arrêtez les gars, là, maintenant, regardez ce qu'il y a devant nous, donc ça suffit. Non, mais bon, ok, ça s'est bien passé, mais on a eu beaucoup de chance. » Non, on a été porté, c'était une période, c'était facile. D'ailleurs, est-ce qu'on a vraiment complètement retrouvé notre niveau 2019? Juste à peine. Par rapport à 2019, on n'a pas fait beaucoup mieux, etc. Et là, c'est insupportable. Les gens viennent de vivre une période extrêmement difficile. Ils se sont vraiment donné beaucoup de mal en 2022 et ils ont surperformé. Et ne pas reconnaître cette surperformance, parce que c'est vrai, 2023 va être difficile. Donc la bonne foi, elle est là, elle est dans le fait de... mais c'est ce que je disais tout à l'heure sur tout ce qui est faux, tout ce qui est fake. À chaque fois qu'aujourd'hui, les gens ne supportent plus qu'on fasse des fioritures et on raconte des choses sans vraiment montrer que c'est vrai. Ça correspond à une réalité. Donc c'est transparence. Donc c'est beaucoup plus de transparence, c'est beaucoup plus de proximité, beaucoup plus de partage, beaucoup plus d'expression du partage. Et puis, les choses sur lesquelles on dit que ça c'est important, notamment tout ce qui est lié au sens, on montre que c'est important. Et les gens s'en aperçoivent dans la vie quotidienne. Et quand vous avez des gens qui trouvent comme ça un lieu dans lequel ils trouvent que c'est important, mais ils le vivent, ils ont un environnement qui leur crée des émotions positives. Ils ont évidemment beaucoup plus de responsabilités, beaucoup plus de... pourquoi ils partiraient? Mais pourquoi ils partiraient? C'est pas vrai. C'est plus des consommateurs. C'est des gens qui s'impliquent. C'est des gens qui participent. C'est des gens qui sont dans un projet. Et le piège... Et on n'est pas forcément heureux en étant consommateur, en fait. On n'est pas heureux en étant consommateur, ça on le sait de plus en plus. C'est une dimension de notre vie collective dont on a besoin. C'est juste, la consommation, c'est juste un rapport à quelque chose de très superficiel. Très dans quelque chose. Je parle de la consommation, je ne parle pas de la consommation de base. Bien sûr. Mais c'est extrêmement superficiel. C'est jouer de la consommation pas dans un positionnement, dans des rapports aux autres, mais sur un jeu très, très d'apparence. Ça n'est que de l'apparence. Et là, le piège de l'entreprise, c'est que elle se comporte vis-à-vis du consommateur de travail comme elle le traite comme un consommateur. Et donc, elle le pousse dans cette apparence. Ouais. Et elle-même est complètement dans l'apparence. Bon, et alors c'est là, juste, on va pas y faire 1 heure, mais 3 minutes, parce que moi, ça me fascine, ça fascine tout le monde, c'est Elon Musk. C'est là que, justement, lui dit, il débarque, et il dit, j'ai des boîtes. Alors c'est, pour le coup, un homme de talent, Mathieu Courtecuisse, qui nous a raconté qu'aux États-Unis, les boîtes de tech découvrent, avec le télétravail... Mathieu Courtecuisse, mon associé. Eh bien évidemment, c'est pour ça que je me permets de le citer, découvrent avec le télétravail que certains de leurs collaborateurs n'ont pas 2 ou 3 contrats, ils en ont jusqu'à 6. Qu'ils ont un pur sujet de productivité, qu'il faut remettre tout le monde en tension. Et donc, effectivement, il arrive, il tape du poing sur la table, il dit « Je vous veux tous dans mon bureau avec vos meilleures lignes de code. Je veux voir, moi, si effectivement vous avez travaillé, si vous avez donné de l'efficacité à l'entreprise. » À un moment, c'est peut-être pas mal, non? Non, mais est-ce qu'il faut avoir une proximité avec les gens? Est-ce qu'il faut voir ce qu'ils font? Mais est-ce que la seule façon, c'est de faire pression et de leur faire peur? Là, Elon Musk, il est l'exemple absolu de quelqu'un qui a vieilli trop vite. Il a vieilli trop vite parce qu'il a réussi trop vite. La réussite fait vieillir. Et la réussite fait vieillir. Parce que, pourquoi la réussite fait vieillir? Pour une raison très simple, c'est que plus je réussis, plus je suis conforté dans l'idée que ce que je fais est bien, et plus je suis dans la reproduction de ce qui a marché. Elon Musk est la caricature de ça. Il est dans la reproduction de ce qui a marché jusqu'à présent. Et jusqu'à présent... c'était une aventure extraordinaire, ça donnait forcément envie aux gens, mais on voit bien que c'est plus ça. Et donc jusqu'à présent, il pouvait faire pression, mais par rapport à ce projet inouï on va disrupter l'automobile, on va disrupter le spatial, donc c'était, si vous êtes chez moi, c'est pas pour, donc vous devez tout donner, etc. Et ça a marché.
et ils pensent que ça va marcher tout le temps. La réponse est non. Et ça va être très intéressant de voir comment va tourner Twitter, comment vont tourner les différentes activités. Et lui aussi, il risque d'avoir ce flux. Alors, chez Twitter, on l'a vu, ça y est, c'est fait. Oui. Mais pour autant, on est bien d'accord. Il est très important qu'on suive ce que font les gens. Voilà, c'est ça. On ait une proximité avec eux. Et c'est pour ça qu'il faut les faire revenir. Il faut aussi les gens qui sont tout à distance. Après, effectivement, certains trichent. Mais l'idée, venez dans mon bureau, m'apportez ce que vous avez fait, qu'on en discute. Pas pour vous foutre des baffes, quoi. C'est plutôt, je t'appelle tous les jours, je te demande ce que tu vas faire aujourd'hui, on en rediscute le lendemain, et quand tu es là, on voit ensemble, et puis qu'est-ce que tu fais de nouveau, comment tu prends des initiatives, et qu'est-ce que tu pourrais tenter ça. Voilà, de fait, si je lâche quelqu'un dans la nature... De fait, il utilise le système le mieux possible et donc à son profit sur un mode purement individualiste. Retrouvons la vérité. Voilà. Retrouvons la vérité des rapports de travail. Et l'authenticité. Merci Eric. Eric Albert qui était avec nous sur Bismart. On repart les amis, on repart avec Vincent Maillet. Salut Vincent, le Bonjour, directeur Stéphane. général d'Havas Commerce. Je le disais en sommaire, Vincent, le chiffre qui m'a scotché. 95% des professionnels du commerce en Chine considèrent que métaverse et crypto sont des sujets structurants pour leur activité. 95%. Ouais. Il faut que tu élabores un peu plus que ouais. Non, mais après, et alors, non, j'ajoute, 40% des Français jugent que c'est un effet de mode. Ouais. Qui a raison? Les deux. Non, la Chine, c'est impressionnant. C'est quand même l'endroit où se développent des marketplaces qui sont absolument monstrueux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas éviter le e-commerce en Chine, y compris dans l'alimentaire. Vous ne pouvez pas l'éviter. Vous êtes obligé, vous regardez d'ailleurs les marques de luxe qui freinent à aller sur les marketplaces en Europe et en Occident globalement, ne peuvent pas ne pas aller sur les marketplaces en Chine. Donc ça, c'est un premier sujet. Le deuxième, c'est qu'en fait, c'est un pays où quasiment pas la totalité, mais une énorme proportion de la population est passée directement au mobile, avec une avidité totale pour tout ce qui se passe à l'intérieur de ces marketplaces. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de frénésie de la consommation. C'est-à-dire que la Chine, c'est un pays en voie de développement et puis un pays mature par certains aspects. Oui, oui. Et c'est un pays en voie de développement, c'est-à-dire que les gens découvrent finalement la consommation. Aujourd'hui, là. Encore aujourd'hui. Et puis, il y a une relation à la technologie qui est sans frein. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas RGPD, ils considèrent que donner leurs données, ou en tout cas partager leurs data, le Parti communiste a tout déjà, donc oui, ça sert donc à rien en de fait, mettre le RGPD. il n'y a aucun frein. Oui. D'ailleurs, moi, ce que je dis souvent, c'est que aujourd'hui, pour moi, la distribution se réinvente en Chine, pas en Occident. C'est ce qu'on voit là. Ni aux États-Unis, ni voilà, c'est pas l'Europe ou voilà, le retail aujourd'hui, ça monte en Chine. Et donc, est-ce que tu dis quoi aux retailers français? Tu dis les gars, bougez-vous, ou alors ouais, il y a un moment que je dis qu'il faut se bouger. C'est un peu, oui. Mais enfin, ce truc de métaverse là, qu'on voit. Enfin, on va pas faire le sujet sur le métaverse, mais on voit la Facebook faire des pubs en ce moment. Je trouve un peu pathétique sur un chirurgien va répéter ses gestes comme s'il avait besoin du métaverse pour faire ça. Enfin, tout ce qu'on voit en démo, même Carrefour, on a vu une démo de Carrefour, mais ils auraient mieux fait de la cacher cette démo. C'est de la 2D Atari des années 80. Je suis très. Je vais vous donner un exemple chiffré en fait, parce qu'il y a là, au mois de pour préparer justement, parce qu'on a un partenariat avec la Paris Retail Week, donc pour préparer l'étude qu'on a menée, cette étude mondiale, on a appelé nous nos correspondants, notamment en Chine. Donc le directeur des stratégies en Chine que j'ai eu assez longuement au téléphone en disant bon, est-ce que tu peux nous citer 2-3 exemples? On lui a demandé d'ailleurs de shooter, de faire une vidéo. Il m'expliquait par exemple qu'il y a un mannequin 3D qui est totalement dans la réalité virtuelle. Elle n'existe pas, cette mannequin, d'accord? Aujourd'hui, elle est suivie par plus de 3 millions de followers. C'est-à-dire le quotidien de ce mannequin 3D dédié aux marques de luxe, à l'univers de premium, etc., qui n'existe pas. Qui se balade comme une influenceuse, qui fait des rencontres, etc. Qui est une influenceuse totalement virtuelle. Aujourd'hui, elle est suivie par plus de 3 millions de Chinois. Mais quand on dit suivi, c'est-à-dire qu'au quotidien, il y a 3 millions de Chinois qui vont sur son compte, qui suivent ce qu'elle dit, ce qu'elle poste, ce qu'elle raconte, etc., etc. Donc en fait, ils sont totalement... Et après, le sujet des métaverses, en fait. Le sujet des métaverses, c'est sûr que là, du jour au lendemain, en France, on arrive dans les métaverses, on se dit
dit, bon, ok, à quoi ça sert, machin. En Chine, quand vous avez un taux de pénétration d'usage des marketplaces comme Alibaba, comme Tmall, Pavillon Luxury, comme Taobao, qui sont des... Je veux dire, il faut savoir que Taobao, c'est 1 milliard de clients, 1 milliard de Chinois qui suivent Taobao. On a dépassé... c'est juste monstrueux. Ça n'a pas d'équivalent dans le monde. Taobao, c'est l'équivalent du Bon Coin, quelque part. C'est à la fois B2B et C2C. C'est-à-dire vous avez le Chinois qui décide de vendre des choses un peu par lui-même, et puis les petites entreprises, les TPE qui aussi vendent ça. Donc Taobao, c'est un espèce de rouleau à compresseur qui est absolument incroyable. Mais le développement des marketplaces demain va passer par les métaverses. Pourquoi ? Parce qu'en fait, à l'intérieur d'un environnement qui est aujourd'hui un environnement 2D, qui sont, vous regardez sur votre ordinateur, une page un peu chiante, en blanc, etc. Bon, les Chinois, eux, ils ont tendance à enrichir tout ça. Il suffit d'aller regarder un peu comment ils font. Et le prolongement de ça demain, c'est de faire entrer les clients dans des univers totalement 3D, une espèce de reproduction du monde en 3D, et dans lesquels ils vont évoluer avec un avatar, machin, etc. Et les Chinois adorent ça. Je ne sais pas si vous vous rappelez, quand AliExpress est arrivé en France, moi j'allais toutes les semaines sur l'appli et je regardais comment ça se passait. Je me disais, waouh, ça pique les yeux, il y en a partout, il y a des fonctionnalités dans tous les sens. On comprenait rien. On comprenait rien, il y avait des jetons. T'avais des spams dans tous les sens. C'était d'une sophistication, mais même d'une complication absolument incroyable. Je me dis, waouh, qu'est-ce qui se passe ? Et on le voit d'ailleurs. AliExpress, dans le trajet qu'a fait AliExpress pour l'Europe, aujourd'hui, ils sont revenus à un modèle plutôt Amazon, c'est-à-dire des fonds blancs, on laisse l'œil un peu naviguer tranquille, on ne l'agresse pas, il n'y a pas des pop-up qui sortent dans tous les sens, etc. Et en fait, c'est la Chine. En fait, ils adorent ce qui est sophistiqué. Quand je suis allé à Shanghai il y a 2-3 ans, et je suis allé rencontrer les gens d'Alibaba, et j'ai rencontré des gens de Carrefour. Et le patron de Carrefour me racontait que du jour au lendemain, il y a deux gros monstres qui se battent, c'est Alipay et WeChat, en fait, qui sont les applis de paiement. Deux grosses applis, même Super App, elles sont plus que du paiement. Super App. Alipay venant du paiement et agrégeant des fonctionnalités sociales, WeChat venant du social et agrégeant des solutions de paiement. Et en fait, il m'expliquait que WeChat avait développé, pour le Nouvel An chinois, je crois que c'est ça, vous savez, les petites enveloppes rouges qui sont donnés sous forme d'étrennes à votre concierge, vos amis, vos cousins, vos proches, etc., etc. Et en fait, ils avaient développé cette appli, une petite appli à l'intérieur de WeChat, cette petite enveloppe rouge qui, avec un algorithme, permettait de distribuer de l'argent en fonction de l'intensité de la relation que vous aviez avec chacun. Cette appli, elle est sortie, elle a fait 300 000 utilisateurs quasiment 15 jours. Donc en fait... Oui, mais c'est la Chine, quoi. 300 000, je ne suis pas impressionné. Non, mais... Oui, mais... Tu viens de me parler de 3 millions pour un mannequin, d'1 milliard pour Taobao. Ce que je veux dire, c'est qu'une fonctionnalité qui est... Alors, c'est sûr, qui est une fonctionnalité sur une enveloppe ancestrale, machin, etc. OK, mais vous savez, 300 000, ça n'existe pas en Europe. 300 000 comme ça, une nouvelle fonctionnalité qui fait 300 000, ça n'existe pas. Donc, en fait, on est dans une autre dimension qui est très, très loin de l'Europe et de l'Occident. Ouais, c'est passionnant. Bah alors, l'Europe et l'Occident, elle vit au rythme de l'inflation, prix, promotion, avantage client. Oui, la Chine aussi. La Chine aussi. Oui, mais là, c'est retour vers le futur, en fait. C'est. Ouais, mais bon. Oui, c'est sûr. C'est sûr que c'est violent. Non, mais on revient. C'est le bon vieux commerce de papa qui retrouve l'ensemble de sa force. Bien sûr. Promo. Bien sûr, les marques propres sont en train de revenir très fort. Bien sûr, on fait des économies un peu là où on peut, et puis on trouve des solutions. Ça va être promo, ça va être des activations, ça va être des donc, opérations activation, spéciales. C'est des opérations à l'intérieur des magasins pour proposer des choses. Voilà, il se passe des choses, quoi. Des choses qui soient intéressantes pour le pouvoir d'achat. Ouais. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point les distributeurs ont pris la mesure du phénomène. C'est-à-dire que, ça je le vois y compris en France, et globalement en Europe, en Chine, partout, on voit que tous les distributeurs ont compris qu'il fallait trouver des solutions pour leurs clients, et ils en cherchent tous. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour trouver des solutions, et donc faire en sorte que le pouvoir d'achat soit le moins abîmé possible. Et ça, on en avait déjà parlé ensemble au moment du Covid, mais c'est une forme de revanche de la grande distribution aussi. Je voyais là, ça m'avait échappé, mais polémique autour du relèvement du seuil du ticket restaurant. Tu te dis, mais c'est quoi le problème ? Le problème, c'est que ça va partir à la grande distribution, en fait, disent les restaurateurs. C'est vrai, c'est pas faux. Pas faux, il y a beaucoup de gens qui utilisent les tickets resto aujourd'hui pour se nourrir, c'est sûr. Oui, mais plus, en fait, le panier est élevé, plus il profite à la grande distribution. Tu pourrais penser que c'est un petit peu le contraire, quand même, l'idée, mais en fait, non. Oui, mais non. Mais en fait, non. Non.
Et donc revanche de la grande distribution sur... Revanche, alors je ne sais pas si c'est revanche, parce que j'aime pas le mot revanche, pardon de dire ça, mais je ne crois pas que ce soit le revanche. Je pense qu'ils cherchent des solutions, et comme toujours... Mais parce qu'elle est toujours accusée de tous les maux, la grande distribution. Ouais, c'est pour ça que je dis revanche, moi. À la fois, il ne faut pas perdre de vue que pendant le confinement, on était très inquiets de ne plus avoir de papier toilette. Non, mais je suis 100% d'accord avec toi. Ils ont assuré... Mais dès que tu as un problème, tu flingues la grande distribution, donc en France aujourd'hui. Oui, mais ça, je suis d'accord. Je pense qu'ils ont un pouvoir qui est certes important. Je pense qu'ils sont très conscients et très matures dans leur attitude. Et je pense qu'étant en prise directe avec les consos, ils essaient de trouver des solutions très en amont, y compris des solutions qui sont des solutions pour rassurer les gens et éviter que le stress prenne le pas sur une vision positive et rassurante des choses. Donc je pense qu'ils font leur boulot. Après, ils sont dans une situation qui n'est pas si compliquée aujourd'hui, puisque il y a une inflation naturelle parce que les industriels répercutent des hausses de prix. Et alors, ils ont raison de faire le bras de fer avec les industriels. S'ils veulent préserver le consommateur, ils sont un peu obligés de voir si effectivement toutes les hausses qui sont demandées sont des hausses avérées, justifiées ou pas. Ouais. Donc c'est sûr. C'est sûr. Donc c'est pour ça que d'ailleurs, dans les solutions, moi, ça m'a marqué, c'est on voit un retour des marques de distribution. C'est-à-dire, ils pensent changer leur gamme de produits, faire évoluer leur gamme de produits pour répondre en fait aux besoins des clients. Quel était le terme que j'ai vu dans ton étude, une discountisation. Discountisation Discountisation, voilà. Désolé. Mais non, mais apprenez les mots nouveaux sur Bismart, ça me va bien. Mais non, discountisation. Bien sûr, parce que les modèles aujourd'hui, en gros, ce qui est intéressant, c'est que nous, on leur a posé dans la question dans cette étude de se projeter en disant quels sont les modèles de distribution qui sont les plus pertinents aujourd'hui dans la période. Et en fait, il y en a deux. Il y a ce qu'on appelle les digital natives, c'est-à-dire les Alibaba, Amazon, etc. Et puis les discount natives, c'est-à-dire des gens comme Walmart, des gens comme Lidl, qui s'engagent sur le prix et se sont toujours battus sur le prix. Et on le voit d'ailleurs, Walmart qui a fait un profit warning au mois de juin aux États-Unis en disant avec l'inflation on va perdre, on ne pourra pas tenir le résultat, etc. On levait le profit warning pendant l'été. Pourquoi ? Parce que les gens qui sont pauvres, en tout cas qui ont un pouvoir d'achat limité, ont continué à venir chez Walmart. Les riches, donc les gens à plus de $100 000 de salaire annuel, en fait, commencent à venir chez Walmart. Donc en fait, ils sont en train, mais c'est notre schizophrénie générale, c'est destructeur de valeur. Enfin, on l'a vu, on espérait en sortir avec les fameuses lois sur la grande distribution, l'interdiction des promotions, blablabla, j'ai déjà oublié le nom, Egalim 1, Egalim 2, il n'y aura pas d'Egalim 3. L'Egalim 3, c'est le retour de la promo en force. Oui, voilà. en tout cas des prix bas. Egalim, je ne sais pas si ça va être... parce que le temps tourne très vite, Quick Commerce. On est en train, là, dès que j'ouvre un journal, on m'annonce la mort du quick commerce. Oui. L'ensemble de ceux qui promettent de distribuer en 10 minutes. C'est une très bonne question, merci de me la poser. Je t'en prie. En fait, le quick commerce, c'est un pur sophisme. C'est-à-dire que la démonstration est juste, mais le postulat est faux. C'est-à-dire que nos acteurs du quick commerce ont créé des dark shops dans les centres-villes, dans les grandes villes, en se disant c'est là qu'on va conquérir du client. Et en gros, moi j'ai un camarade qui s'appelle Xavier Guyon, France Pub en fait, qui est une filiale du groupe Havas, qui fait les études de zone de chalandise en fait en France. Et en fait, il va vous faire la démonstration assez simplement que les consommateurs de e-commerce, ceux qui se font livrer, ne sont pas dans les centres-villes. Voilà. C'est-à-dire que les gens qui consomment le e-commerce, le canal e-commerce, sont plutôt en périphérie, et c'est des familles avec enfants, c'est-à-dire des gens où le monsieur travaille, madame travaille. Voilà, qui n'ont vraiment pas le temps. Ils n'ont pas le temps, et en fait, ils utilisent le canal e-commerce vraiment comme une solution pour se faciliter la vie. Les gens qui vivent en centre-ville, et on l'a vu au moment du confinement d'ailleurs, quand vous m'aviez reçu, 65% des franciliens expliquaient que la fermeture des magasins était cassée finalement le mode de vie parisien. C'est-à-dire le mode de vie parisien, pour 65% des Parisiens, est quand même largement relié, corrélé au fait de descendre en ville, de voir des magasins, de marcher et de donc discuter. En fait, il te reste juste une toute petite niche pour un tube de maillot que tu as oublié. Et donc vous avez quelques actifs qui commandent de temps en temps, effectivement, mais le gros des Parisiens, finalement, adore descendre et préfère descendre dans la rue, aller faire ses courses que se faire livrer. Je t'aime beaucoup, Vincent, mais j'ai du mal à croire, je vais te le dire très franchement, j'ai du mal à croire qu'on ait levé des centaines de millions sur une erreur aussi grossière. Mais c'est possible. Ce que je peux vous dire, c'est que easy money make stupid decisions. Alors, je veux pas dire que c'est statistiquement prouvé, parce que c'est pas le cas. Mais nous, par exemple, donc avec Xavier Guyon, on avait créé un indice qui s'appelle l'indice de pénétration du commerce local pour justement valider ce point, c'est-à-dire montrer et démontrer aux distributeurs, comme aux logisticiens, aux livreurs, enfin les gens qui livrent, etc. Personne nous a acheté l'étude et personne n'a voulu nous voir. Pourtant, ça fait un moment que Xavier Guyon explique que les acheteurs du commerce sont pas dans les centres-villes. Et ça, c'est chiffré. Allez, on termine.
tous les ans. 2 minutes. Oui. Alors j'ai appelé ça, parce que j'ai appelé ça le commerce face au choc, mais choc du climat, c'est-à-dire c'est un chiffre intéressant. 20% des professionnels du commerce jugent que la consommation de leurs clients est un acte bien plus militant qu'avant. Oui, Donc là, il se passe vraiment bien quelque sûr. chose. Oui, ça commence. Après tout ce qu'on vient de dire, hein, après, malgré la bataille des prix, malgré Oui. tout ça, etc., Mais ça commence, bien ça sûr. commence. Mais enfin, 20%, c'est Ah non, mais significatif. c'est bien sûr. Ben, vous avez après, c'est toujours pareil. Vous avez la Chine et le reste du monde. L'Occident, c'est un peu différent. L'Amérique latine aussi. Et Donc alors ça- parlons de chez ça- nous, parlons ça- de l'Europe, parlons de la Ah non, France. mais en Europe, c'est là où c'est le plus puissant, en fait. C'est là où on sent qu'il y a une conscience écologique qui est en train de se développer, qui est extrêmement forte. Et donc, y compris dans l'acte de consommer, bien sûr. Et ça, c'est un trend important, et Alors, tu c'est un conseillerais trend. aux commerçants d'investir là-dessus. Jusqu'ici, ce qu'on disait, c'est que entre le consommateur et le citoyen, c'est le consommateur qui gagnait. Oui. Que, bon, voilà. Donc la conscience écologique, jusqu'ici, on en parlait, mais on ne voyait pas vraiment dans les faits. Là, ça commence à bouger. Dans quelle proportion on va voir, mais ça commence à bouger. J'ai oublié un truc important. Non, c'était bien comme ça. Parfait. Vincent Maillet qui nous accompagnait sur Bismarck. Merci de votre accueil. Et donc on termine avec Jean-Pierre Petit, le président des Cahiers Verts de l'économie. Salut Jean-Pierre. Salut Stéphane. Tu voulais perspective 2023. Je t'ai dit de quoi on parle, tu m'as dit perspective 2023. Et alors on va parler, hein, Chine-Russie, mais tu me dis pas inflation. Ah non, désinflation au contraire. Ah, et toi aussi, alors il se trouve que hier on était avec certains de tes confrères qui disent c'est fini. Non, fini, ça dépend de ce qu'on appelle fini. Et ça va retomber très très vite. En fait, Donner des chiffres après parce que si en gros, si tu veux, on va rentrer dans une idée à 2-3%. pas l'année prochaine, je pense pas. Pas l'année prochaine. Et eux, ils disaient décembre 2023, on est retombé à 2 décembre. Ils sont très ambitieux. C'est un an. Oui, mais l'inflation Décembre en plus 2023 et en fait, on va plus. C'est en Europe ou aux États-Unis? En Europe. À 2% fin 2023, j'aimerais bien voir ça. Alors tu dis quoi, toi? Tu dis quoi? Non, je suis un peu plus haut quand même. Déjà, moi, au T2, c'est déjà pas mal. C'est au printemps. T2, donc c'est-à-dire au printemps prochain. Hein, ouais. Printemps prochain, en glissement, on est à 4 aux États-Unis. On est encore à 6,5 en zone euro quand même. Ah ouais. Voilà, donc il y a ça, donc il y a un écart. Tu vois un truc s'enclencher ou pas? Parce que c'est ça la question. Il est enclenché. C'est pas que je le vois. Aux États-Unis, le dernier chiffre était à 7,7, c'était à 9,1 au mois de juin, donc tu as un vrai truc. C'est pas la peine de dire ça va venir, c'est là. Sauf que ça part de haut, quoi, c'est tout. Ça part de haut et ça va se. Ah oui, tu veux dire la désinflation. La désinflation. Mais donc cette fameuse boucle prix-salaire, etc., les indexations dans tous les sens, machin, qui entretiennent l'inflation? Non. Ça, les banques centrales ont réussi un truc, c'est qu'ils ont cassé les anticipations. Ah ben voilà. Ça, c'est très important. En plus, on bénéficie. Alors, dans le mouvement actuel, on bénéficie d'un ou deux éléments très importants. C'est l'amélioration considérable au niveau des chaînes d'approvisionnement. C'est-à-dire le fret maritime, le prix du fret maritime qui s'est écroulé. Donc ça favorise quand même une désinflation très forte au niveau du prix des biens. Ça, c'est quand même très important. La récession nous aide aussi, inexorablement. Le dollar fort aide beaucoup aussi aux États-Unis pour limiter la casse. Donc tout ceci est de nature quand même à enclencher un processus de désinflation, mais qui ne doit pas être trop rapide et qui doit évoluer dans le temps. Il ne faut pas qu'il soit trop rapide. Pourquoi il ne faut pas qu'il soit trop rapide? S'il est trop rapide, ça veut dire que la demande s'effondre implicitement. Et voilà, c'est ça. C'est-à-dire que la récession est beaucoup plus sévère. Moi, j'ai une récession en zone euro relativement soft, si tu veux. Donc ça veut dire que sur leur ligne de crête, les banques centrales ont bien joué alors, je pense, Jean-Pierre. C'est pas mal, pour l'instant, c'est pas mal fait. D'ailleurs, le meilleur là-dedans, même s'il a un peu de chance, c'est Powell, parce que finalement, il y a la désinflation. Il a cassé les anticipations d'inflation des ménages, des marchés, des investisseurs, etc. Et pour l'instant, il n'y a pas de récession. Il n'y a pas de récession. L'emploi se maintient bien, un peu trop bien pour lui. Mais... Et tu as même un effet d'appel avec les subventions publiques, le fameux Inflation Reduction Act, et toutes ces histoires-là. Oui, et plus la désinflation qui va donner du plus c'est ça. Au revenu disponible. Donc, pour l'instant, je veux dire, éviter de justesse même, mais éviter la récession, c'est quelque chose de plausible. Alors franchement, il y a 3 mois, moi je pensais que, même si elle allait être soft, que c'était quelque chose de relativement évident. Parce que vu le durcissement des conditions financières, quand même, qui est un des durcissements les plus forts depuis 40 ans. Ah oui, c'est ça. Tu m'expliquais, parce qu'on se parle régulièrement, qu'on n'avait jamais vu ça, quasiment. Voilà, les conditions de crédit, les conditions sur les marchés, la baisse de la bourse, enfin,
plus l'incertitude géopolitique, plus la baisse de la demande mondiale. Enfin, ça faisait quand même énormément de choses. Et donc, ça veut dire, on va aller sur la Russie et la Chine, mais donc ça veut dire que... Alors, deux questions subsidiaires. La prochaine hausse de taux, Banque Centrale Européenne, c'est une hausse de taux Trichet 2008, c'est-à-dire ils la font déjà à contre-temps, leur prochaine hausse de taux? Écoute, de toute façon, non, c'est pas Trichet 2008, parce que là où Trichet s'était trompé, c'est qu'il croyait justement à un redémarrage des anticipations d'inflation, alors que ce qui nous arrivait à vitesse grand V en pleine figure, c'était un choc puissamment déflationniste, c'est-à-dire... Non, c'était juste... C'est pas la même chose, c'était juste le truc à contre-temps, quoi. La hausse de taux qu'il ne faut pas faire. Juste avant celle de... Mais la prochaine qu'on va faire, là, c'est la même chose? C'est une hausse à contre-temps? Non, je pense pas, parce que... L'Europe est quand même à 10,5 d'inflation. Il y a 3 points d'écart quand même avec les États-Unis, quasiment. Donc là, il faut quand même... Voilà. Il faut quand même encore casser... Parce qu'on est affaibli, et donc il y a besoin d'en mettre un peu plus maintenant. Donc après, tout va dépendre de ce qu'ils vont annoncer aussi en termes de quantitative tightening, c'est-à-dire réduction du bilan. Ce qu'ils feront pas au niveau des taux, ils le feront peut-être au niveau de la réduction du bilan. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'ils ont deux instruments. La réduction du bilan, ça veut dire moins soutenir la dette publique européenne. Ouais. Ah non, mais voilà, c'est pour là que j'ai besoin d'explications. Les flux nets qui vont baisser, les flux nets d'achat d'obligations publiques qui vont baisser, c'est pas grand-chose par rapport au stock. Et toute la littérature académique montre bien que ce qui compte pour le taux d'intérêt d'équilibre, c'est le stock, pas le flux de quelques dizaines de milliards d'euros. Mais si tu réduis le bilan, tu touches à ton stock. Oui, mais très progressivement, extrêmement progressivement. Tu vas voir que le bilan restera quand même très 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 élevé l'année prochaine, bien plus élevé qu'il n'a jamais été. Voilà, donc non, mais de toute façon, c'est leur intérêt d'agir graduellement. Et je pense qu'ils y parviendront, aidés en cela par, effectivement, la détente des prix de l'énergie, des prix des biens manufacturés, et puis de la récession. La détente des prix de l'énergie, Jean-Pierre, c'est-à-dire le sujet est quand même... Alors oui, évidemment, enfin, le sujet ne se pose pas... Ça nous ramène à la Russie, ça. Ben voilà, ça nous amène à la Russie. Alors, tu l'as pas entendu, mais les gars du Shift Project qui se sont penchés très très sérieusement sur nos approvisionnements en gaz dans les 10 ans qui viennent sont très très négatifs. En gros, on n'y est pas et on n'y sera pas. Voilà, le gaz disponible n'existe pas et n'existera pas. Je vais le dire comme ça. Donc ça veut dire de grosses tensions sur les prix. Donc ça veut dire sans doute des subventions massives si tu veux que l'industrie parte pas complètement à la casse ou parte pas aux États-Unis, notamment en Allemagne. Il ne faut jamais extrapoler Rapproche-toi un peu du micro, Jean. Il ne faut jamais extrapoler le passé récent. J'admire ceux qui se projettent à 10 ans. Non, mais heureusement, enfin, oui. Mais le gaz, tu vois, c'est quand même le gaz, il est là ou il n'est pas là, quoi. Non, mais le gaz, il venait principalement de Russie, à presque 45% des besoins européens. Ouais. Poutine n'est pas éternel, cette guerre n'est pas éternelle. Ouais. Il y a plein d'autres choses. Il y a des réserves de gaz dans pas mal d'endroits au monde, au Qatar, en Iran, Turkménistan. Il faut arrêter un petit peu ce... Non, oui, mais non. Enfin bon, bref, tu liras le rapport, tu verras. On en parlera. Voilà. On en parlera. En plus, c'est basé sur des datas norvégiennes. Donc les mecs, ils savent exactement où est leur potentiel et où sont leurs potentiels de production supplémentaire. Ils ne sont pas trop mauvais en prévision à long terme aussi. Donc tu vois, je peux t'écrire des trucs moi aussi, avec des datas qui viennent de partout. D'accord. Voilà. Donc tu es moins noir sur l'approvisionnement énergétique de l'Europe. C'est surtout non, mais ça me va bien, moi, je suis pour. Hein. Je ne prétends pas, je n'ai pas la prétention de prévoir des choses qui vont se passer dans 10 ans. Il y a tellement de variables immaîtrisables, surtout des variables politiques. Alors, reste dans 5 ans. L'énergie, c'est bien... L'énergie, c'est politique. C'est bien le retour du politique. L'énergie, c'est politique, sauf quand tu as 2 gazoducs qui ne sont pas en service, que les bateaux pour transporter le GNL, tu ne peux pas les faire pousser de terre comme des pâquerettes. Tu m'aurais dit la même chose en début d'année. Tu m'aurais dit les importations de LNG, ça ne va pas suffire. N'empêche que depuis le début du mois de septembre, les prix du gaz ont chuté, la consommation de gaz a chuté. Oui. Le LNG qatari américain a considérablement allégé les choses. Oui. Voilà. Alors que tu m'aurais dit, et je pense que tes consultants là... Australien même, hein. Australien. On a importé quand même du GNL d'Australie, les mecs. Ça coûte plus cher, d'ailleurs. Ça coûte plus cher. Ah oui, c'est vrai, le bilan carbone du truc, là, bon... Ça, n'en parlons pas. Non, pas. Mais n'empêche que ça a considérablement assoupli les choses. Donc il y aura encore des tensions parce que le pétrole russe, alors le gaz russe, on ne sait pas où il va aller. Le pétrole russe, si on sait qu'il va en Inde, en Chine, en Turquie, mais ça ne suffit pas, il manque encore un peu. Ouais, voilà. mais il y a moins d'enjeux pour nous avec le pétrole russe. Oui. Nous, notre enjeu, il est gazier, nous, Européens. Plus gazier que pétrolier. Non, mais je veux dire au niveau des prix de l'énergie mondiaux. Bien sûr. C'est mondial, en fait. Bon, l'OPEP est très dur.
continue d'être très dur. Donc effectivement, il y a des facteurs de tension. Puis après tout, le prix du baril, malgré une demande mondiale qui se porte pas très bien, on est quand même encore à $83. Ouais. On est en dessous des pics du mois de mars, à $130, mais on reste quand même assez élevé. Alors qu'avec cette conjoncture, on devrait être sous les 50, quoi, normalement, sur le baril de pétrole. Un peu plus quand même. Avec l'arrêt de la production chinoise, avec le zéro Covid en Chine et tout ça. Avec notre modèle, on serait autour de 60. Enfin, 60, d'accord. Autour de 60. Enfin, disons, il y a $20. Alors après, on nous raconte des trucs sur le cap qu'on va mettre en place, tout ça, c'est pas bien sérieux. Le quoi Le plafond des prix pour ceux qui... Il n'y aura plus d'importation de pétrole maritime russe pour ceux qui pratiqueront des prix à plus de $60. Enfin, personne ne croit à ce truc-là. Enfin, évidemment, tout ça va pas. Il va y avoir de la fraude. Ouais. On va utiliser des assureurs russes, chinois ou je ne sais quoi. Enfin, tout ça, ça va pas. Enfin bon, c'est pas grave. En tout cas, bon. N'extrapolons pas trop. Et puis surtout, ça nous ramène à la question centrale quand même de 2022, qui a été la guerre d'Ukraine. Ouais. Parce que c'est un événement majeur, historique. Ouais. C'est quand même la première guerre européenne, vraiment la plus sérieuse. Je laisse de côté l'ex-Yougoslavie depuis 1945, qui vient de la part d'une puissance nucléaire, membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. C'est la plus grave menace nucléaire depuis 60 ans, depuis Cuba. Enfin, je veux dire, c'est déjà, sur le plan géopolitique, c'est un événement majeur. Et en plus, évidemment, ça a considérablement renforcé les tensions énergétiques pour nous, Européens, mais même pour le monde. Tensions énergétiques et les réflexions industrielles et... Tout ce qui va avec, plus les autres matières premières, parce qu'il y a aussi l'agriculture, les métaux industriels, etc., etc. Les céréales, le blé, le tournesol ukrainien. Oui, mais là, la question, elle est quasi existentielle pour l'industrie européenne aujourd'hui. Je suis d'accord. Tu es d'accord avec ça? Oui, bien sûr. Quasi existentielle. Oui, absolument. Absolument, et là, parce que là, il y a des prix. Parce que le différentiel d'énergie avec les États-Unis, c'est x4, en moyenne. Sur l'électricité et le gaz. Voilà. L'électricité et le gaz, le pétrole moins, mais l'électricité et le gaz, et c'est fondamental, parce que ce qu'on voit augmenter depuis 50 ans, et même avant, c'est l'intensité électrique de la croissance. Tout à fait. Le fait qu'on consomme, et d'ailleurs, c'est tout à fait naturel, hein, et c'est en plus... pour la partie renouvelable nucléaire hydraulique plutôt favorable du point de vue des émissions de CO2. Donc voilà. Et là, sur l'électricité, on dépend encore trop du gaz et plus marginalement, mais quand même, du charbon et un petit peu du pétrole. Et ça, ça ne se change pas à 15 jours. Voilà. Donc c'est un puissant vecteur d'accélération. Est-ce que accélération de la transition énergétique et climatique, donc, voilà. Est-ce que l'Europe en a les moyens? J'en doute un peu, mais ça bouge quand même rarement comme ça a bougé. Un chiffre que j'ai appris récemment, donc Nordvolt, la fameuse usine de batterie, la gigafactory de batterie que les Américains veulent attirer, qui devait se monter en Allemagne et que les Américains veulent attirer, c'est la consommation électrique de la ville de Marseille. Oui, bien sûr. Bien sûr. Bah oui, on en est là. Alors, ce qui est fondamental, c'est l'avenir de la Russie, en fait, fondamentalement. Parce que là, il y a un élément... Est-ce qu'il continue la guerre Alors moi, je vais te dire un truc, c'est que je suis un petit peu plus positif que le consensus là-dessus, même si mon jugement est qualitatif et que je peux me tromper. Je pense que il y a des bases quand même pour espérer une stabilisation de la situation et éventuellement un cessez-le-feu. Je ne parle pas de traité de paix, je parle de stabilisation de la situation, avec le maintien de Poutine. Ce qui est très important parce que les gens qui se réjouissent du fait qu'on pourrait déposer Poutine, ils ont, à mon avis, un petit peu tort. Du moins, ils vont trop vite. Parce que le remplaçant de Poutine, c'est pas forcément quelqu'un de plus sympathique. Je ne sais pas ce qui arrive à l'État russe, qui serait dans une situation probablement chaotique, à tous les niveaux, avec des armées privées. Non, mais on a le j'allais venir. On a le fondateur du commandant Wagner, des commandos Wagner, qui commence à avoir des velléités politiques. Et puis une situation régionale extrêmement tendue, en Tchétchénie, au Daghestan, dans les anciennes républiques d'Asie centrale. Tu retrouves la situation de 90, quoi. Oui, mais plus dangereuse. Encore plus dangereuse. Beaucoup plus dangereuse, parce que 90, finalement, c'est très très bien passé. Il n'y a pas une goutte de sang, ou pratiquement, sauf dans quelques pays baltes. Donc, ça, c'est un truc pas du tout prévu. Ouais, enfin, j'y étais un peu, moi, à cette époque, ça secouait bien, quand même. Oui, mais eu égard, si on avait dit 10 ans auparavant que l'Union soviétique allait s'effondrer, le mur de Berlin, tout ça sans, avec quelques dizaines de morts, enfin, franchement, personne n'y aurait cru. Là, je pense que la situation, et même pour la Turquie, qui aurait probablement des velléités dans le Caucase,
des velléités en Syrie qui jouent un rôle un peu négatif dans la région. Ça, à mon avis, Comment est-ce que tu peux penser que les Ukrainiens, là, tels qu'on les entend, tels qu'on les décrit, tels qu'on les voit, etc., accepteraient le moindre cessez-le-feu, la moindre négociation? Ils ne sont pas tout seuls à décider, les Ukrainiens. D'abord, sans aide militaire, leur contre-offensive n'aurait jamais pu être possible. Mais oui, mais l'aide militaire, elle continue, et tout le monde veut la continuer, et on réaffirme, et Biden, et etc. C'est là, projetons-nous un petit peu. Vas-y. Moi, je pense que, d'abord, aux États-Unis, en Europe, avec la récession qu'on va connaître en Europe, et quand même les difficultés qu'on a aux États-Unis, il y a un mouvement quand même pour dire à un moment donné, comme d'ailleurs Xi Jinping et Narendra Modi disent à Poutine, ça suffit quoi, ce désordre de l'économie mondiale. On a vu ce mouvement dans les midterms, effectivement, un certain nombre de démocrates comme républicains d'ailleurs commençaient à questionner l'aide inconditionnelle. Exactement, et le nouveau speaker de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, l'a dit assez clairement. Ouais. Donc, puis en plus, l'approvisionnement en armes, c'est bien gentil, mais ça vient au détriment des armes utilisables en cas d'agression extérieure. Ça, il y a quand même aussi un sujet. Il y a l'aide militaire et puis il y a toute l'incertitude qu'une victoire trop rapide ou trop nette de Zelensky pourrait générer sur la situation à l'intérieur de la Russie ou à l'intérieur de l'ancienne Union soviétique. Donc, alors moi, ce que je pense, c'est donc ton idée, c'est cesser le feu sur. Donc en gros, c'est un an pour rien d'ailleurs. Cesser le feu sur. Non, c'est pas pour rien, c'est pour. Oui, avec de la destruction, etc. Enfin, un bilan terrible, mais on revient sur les lignes de mars de l'année dernière. À Istanbul, les principaux protagonistes au mois de mars dernier étaient d'accord avec cette idée-là de sanctuariser de sanctuariser la Crimée en Russie, parce que ça c'est pas le sujet. Ensuite, que l'Ukraine n'appartienne pas à l'OTAN, mais de garantir les frontières, effectivement, de l'Ukraine. Parce que Poutine, là où il a fait une erreur aussi. Son annexion, là. Oui, alors ça, de rompre le principe de l'inviolabilité des frontières, il ne se rend pas compte des idées qu'il propage au sein même de la Fédération de Russie. Tout à fait. Donc ça, il affaiblit considérablement son pays. Puis alors, c'est pour ça que je ne veux pas être complaisant à l'égard de Poutine. Il a fait perdre 10 ans ou 20 ans à son pays. Il a perdu du savoir-faire des jeunes, de centaines de milliers de jeunes apparemment, d'après ce que j'ai lu, qui ont quitté la Russie depuis le début de la guerre, et plus nettement à partir de l'automne dernier, lorsqu'il a décidé la mobilisation partielle de 300 000 hommes. Il a perdu des investissements directs étrangers qui reviendront pas avant des années et des années. Il a perdu du savoir-faire, de la technologie pour un pays qui était déjà pas en avance et pas dans le sens de l'histoire, parce que à part les hydrocarbures, si tu veux, quand tu regardes la balance commerciale russe, elle est déficitaire. Et les hydrocarbures, il s'est quand même renseigné, il sait bien que dans 20 ou 30 ans, ça aura beaucoup moins d'importance. Donc pour l'avenir de son pays, il a détruit encore un peu plus son pays. Donc je suis pas du tout complaisant à l'égard de Poutine, mais je pense que il faut réguler Zelensky. Non, mais c'est intéressant. Il faut réguler Zelensky, et réguler Zelensky de façon intelligente, de façon crédible. Alors à mon avis, l'Europe, à part la Pologne et les Pays-Baltes, elle n'est pas trop crédible auprès de Zelensky. Je pense que Scholz et Macron n'ont pas, me semble, pas beaucoup de crédibilité. Par contre, les États-Unis, eux, ils ont toute la possibilité. Le problème est que les États-Unis souffrent moins que nous. Voilà. Mais il y a quand même, comme tu le faisais observer tout à l'heure, des voies. Puis, tu sais, les guerres comme le disait le prince Machiavel, tu les commences quand tu veux et tu les finis quand tu peux. Tu sais, il y a un truc qui joue dans ce genre de conflit, c'est la lassitude. La Chine, Jean-Pierre. L'autre enjeu. Oui, la Chine, avec la réélection de Xi Jinping pour un 3e mandat, je crois que la Chine connaît des problèmes importants, à la fois de court, moyen et long terme. Alors, de court terme, c'est le zéro Covid. Ça, pourquoi il maintient ce truc-là? Ça, c'est... Alors, probablement parce qu'il n'a pas de vaccin. Enfin, c'est ça son sujet. Je sais. Enfin, il n'a pas de vaccin qui soit efficace. Voilà. Le même degré d'efficacité. Il n'a pas encore de vaccin ARN messager susceptible d'être aussi efficace que ceux de Pfizer, BioNTech, etc. Il n'a pas le choix. Donc, il n'a pas le choix. Si, il pourrait faire ce que tous les autres ont fait, pratiquement, c'est-à-dire importer des vaccins de l'extérieur. Ah oui, bien sûr. Mais sinon, il peut pas lui non plus envoyer. En plus, il a 10 millions de ses vieux à la mort, quoi. Voilà, non, ça il peut pas. Politiquement, je pense qu'il peut pas. Sauf, il peut pas tout planquer. Ça, c'est pas possible. Ce serait une humiliation. Surtout que jusqu'à présent, il continue de dire, et d'ailleurs, il l'a dit dans son discours au 20e congrès, il continue de dire que la Chine s'en est mieux sortie que les pays occidentaux parce qu'elle a sauvé la croissance en 2020, et qu'elle est le seul pays avec Taïwan qui a une croissance en 2020, par exemple, 2,5%. Donc il dit ça. Du point de vue des vies humaines, alors le chiffre officiel est très favorable, effectivement, à la Chine. Donc il tient ça. Puis je pense que aussi c'était un moyen de mieux contrôler la population aussi. Oui, mais enfin, il en a vu les limites à ce moment-là.
Si c'est ça, il en a vu les limites. Oui, il en a vu les limites, mais en même temps, il ne peut pas démanteler tout le système qu'il a construit. Non, très clairement. C'est un peu difficile, si tu veux, pour lui. Donc, voilà, ça c'est un problème de court terme. Un problème de moyen terme, c'est le retournement immobilier. Xi Jinping, il regarde le moyen terme. Il ne veut pas de bulle immobilière destructrice comme en 2007-2008 aux États-Unis. Donc, ça, d'ailleurs, il le dit très clairement. Il y a juste des petits ajustements au niveau local. Quand il voit que ça tangue un peu trop sur les promoteurs, bon, il lâche un peu, mais sinon, il n'est pas question de reflater le marché immobilier. Sinon, il y a des problèmes plus de moyen long terme et plus graves, c'est le déclin démographique. Et j'ai regardé, il n'y a pas très longtemps, la situation démographique de la Chine. C'est pire que ce qu'on disait il y a 20 ans ou il y a 15 ans. Hein. C'est-à-dire que, par exemple... Le déclin s'accélère, tu veux dire. Le déclin s'accélère. D'ailleurs, même en 2023, l'Inde, la population indienne, va probablement dépasser la population chinoise, enfin du moins de la République populaire de Chine. Et sur la population en âge de travailler, ça décline très nettement. Il y a des études de l'ONU, d'ici 2030 ou 2050, qui sont... Alors, l'objectif d'ailleurs de dépasser les États-Unis en 2035 là est challengé par ça. Ce d'autant que s'ajoute un autre problème de moyen long terme, c'est la capacité pour la Chine de franchir les nouvelles étapes de transition technologique sans l'apport américain. Ça aussi, il y a un sujet un petit peu compliqué pour lui. Bon, et tout ça nous amène au retour de la superpuissance américaine. Au retour de la superpuissance. D'ailleurs, la Chine, c'est ça le truc là quand même, qui se dessine devant nous. Sur la Chine, c'est qu'elle nous rend un peu service actuellement sur les pénuries d'énergie, parce que si la demande était remontée très fortement, on aurait des problèmes sur le prix du gaz, LNG notamment. Tout à fait. Voilà, et sur le pétrole probablement également. Donc de ce point de vue, on ne peut pas non plus trop se plaindre. Voilà, de ce strict point de vue. Après, moi, Taïwan, si tu veux, la truc à Taïwan, j'y crois pas. Enfin, par horizon prévisible. Alors, ton super cabinet de consultants va dire que certainement d'ici 2030, ils vont envahir Taïwan. Il parle que du gaz. Non, mais je suis sûr qu'il pourrait le dire. Mais ça sert à rien. Non, c'est François Langlais qui est venu nous voir il y a quelques jours. Il dit que, inéluctable. Il a discuté avec Xi. Il n'y a pas de problème avec François. C'est intéressant. Il faut écouter ce qu'il dit. Et moi, si je te dis qu'il y a, je crois, 160 km de côte sur Taïwan, que Taïwan a des armes anti-invasion extrêmement perfectionnées. Ouais. Si je te dis que pour la Chine, il n'est pas question de détruire Taïwan, je ne vois pas l'intérêt. Non, c'est le peuple chinois, d'ailleurs. C'est 25 millions d'habitants. C'est pas rien. Que si Xi rate son coup, c'est fini pour lui. Ça, c'est une certitude. Le risque est symétrique en relations internationales. On a l'impression... Oui, et puis la grande différence, c'est que là, Biden a dit qu'il irait, alors que sur l'Ukraine, il avait dit ce qui restera complètement incompréhensible dans cette histoire, avant même que Poutine attaque, qu'il n'irait pas. Voilà. Donc, avant même de ce que raconte Biden, il y a l'accord de 79 qui avait suivi la reconnaissance de la République populaire par les États-Unis d'Amérique. En 78, à l'époque de Carter, et il y a une convention assez ambiguë. C'est pas l'article 5 de l'OTAN, mais il y a quand même, on prévoit quand même un certain nombre de soutiens. Donc voilà, moi j'y crois pas ce truc-là. Le risque est totalement symétrique. Xi Jinping se souvient très bien de Khrouchtchev. Tu sais ce qu'il disait, Khrouchtchev? Il disait d'ailleurs en 61. En 61, ce sera la conclusion. Deux trucs intéressants, Khrouchtchev. Il est intéressant, Nikita. Et tu le diras à François Langlais. Nikita, il disait que l'Union soviétique dépasserait les États-Unis en 80, 20 ans plus tard. Il disait, regardez Poutnik, nous on va arriver au communisme en 1981, on dépassera. Et il faisait une démonstration mathématique. Les soviets et l'électricité, il disait. Non, mais ça c'était avant ça. C'était en 1917. D'accord. Mais c'était Lénine qui disait ça. Et il faisait une démonstration mathématique là-dessus. Et il y avait des intellectuels occidentaux à côté de leur pompe qui disaient oui, etc. Les mêmes qui soutenaient Mao par ailleurs, qui disaient que c'était vachement bien ce que faisait Mao. Donc ça, première erreur. Deuxième erreur, il attaque Cuba, enfin il met en place des missiles à Cuba parce qu'il se dit les États-Unis sont affaiblis par la baie des cochons de 61, de Kennedy. C'est un président jeune, inexpérimenté. Je vais y aller. Résultat, c'est lui qui se plante. Ouais, et il le renforce. Donc François Langlais, il faut qu'il... Non, mais François Langlais, écoute-le. J'aime bien François, je le connais. Non, mais François Langlais et les autres. Il dit qu'il y a quelque chose d'inéluctable dans cette affaire quand même. Il n'y a rien d'inéluctable. Bien, ce sera la conclusion. Ce sera la conclusion. Merci de nous avoir suivis sur Bismart. Et on se retrouve demain.